Se connecter à la nature, la revaloriser, parler de son importance, réussir à rester créatif en vieillissant. Ce sont des sujets que j'ai abordés aujourd'hui avec Jean-Simon Bégin, photographe animalier. Bienvenue dans La nature de l'enfance. Salut Jean-Simon. Salut Anne-Marie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Alors, Jean-Simon Bégin, merci d'être là, d'être à La nature de l'enfance avec moi ce matin. Je te présente, tu es photographe animalier, tu es un artiste peintre, tu es auteur et tu es aussi conférencier. Tu vas parfois dans les écoles parler de ce que tu fais, de ton parcours. Puis, dernièrement, j'ai sorti aussi un épisode sur la créativité. Puis on nommait à quel point c'était rare et difficile de conserver notre créativité à travers notre cheminement puis notre parcours. Puis avec ce que je viens de nommer là, tu fais partie des rares adultes qui ont survécu et qui ont gardé cette créativité-là. On dit même, je me souviens plus c'est qui le nommait, mais qui disait qu'un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Mm-hmm. Alors, on avait envie d'aller explorer tout ça ensemble, jaser un peu de ton parcours, de ce qu'il pouvait y avoir dans ton enfance, ce qui a fait aussi que tu peux conserver ça, puis quelle place prend tous ces aspects-là maintenant dans ta vie. Côté créativité, c'est clair que j'ai comme tu l'as dit, plus en plus je vieillis, plus je réalise l'enfant que j'étais. Mm-hmm. Fait qu'effectivement, c'est tout un cheminement que d'apprendre à redécouvrir sa créativité, qui est innée pour tout le monde, je pense. Absolument. Puis c'est ce qui a fait en sorte que pour moi, ça a été un chemin de vie, là. Ouais. Cette créativité-là. Ah oui, mais oui, c'est ça, on l'a exploré un peu ici, le thème de la créativité, puis c'est ça, on a tendance à attribuer aux gens. C'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas, la créativité. Mais non, en fait, on vient tous avec la créativité. Le défi, c'est de la conserver, de lui laisser de la place. Fait que, toi, vraiment, quelque chose qui est présent, c'est la nature. Mm-hmm. Hein? Tu es un photographe animalier, donc tu passes une très grande partie de ta vie dans la nature, en contact avec la nature. Puis en plus, aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est le jour de la Terre. Ben oui. Fait que c'est le fun de pouvoir donner un peu de temps et d'amour à ce sujet-là. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que la nature a toujours eu une place importante dans ta vie? Oui, clairement. Puis on parlait de créativité innée, tout ça, j'ai rapidement fait un lien entre cette créativité-là innée puis la nature dans mon enfance, là, carrément. Puis je pense que c'est de cette proximité avec la nature-là qui est née la majeure partie de ma créativité. Pourquoi? Mais parce que je pense que dans cette nature-là, il y a quelque chose qui remplissait un besoin, une curiosité innée que j'avais de découvrir. Mm-hmm. Puis parallèlement, la créativité, c'est un peu ça. C'est une recherche de quelque chose, c'est d'aller combler une curiosité. Fait que quand j'étais jeune, simplement comme ça, j'ai grandi dans un endroit qui est Cap-Rouge. C'est une banlieue où il y avait beaucoup à l'époque de nature. C'était pas autant développé que celui-là aujourd'hui. Mais quand même, je pouvais partir de chez moi puis marcher à peu près 5 minutes avec mes amis. Puis j'étais sur le bord de la rivière, il y avait une forêt, il y avait un parc à côté de chez moi. Et j'avais cette chance-là de pouvoir être proche de la nature, ce que pas tout le monde a. Ouais. Mais cette nature-là offrait justement un univers assez créatif pour moi là, de m'exprimer. Oui, parce que la créativité, c'est ça aussi, hein, c'est de l'expression de soi. Puis souvent, quand on la perd, une des choses qui nous est rapidement conseillée, c'est de reprendre du temps en nature. Mm-hmm. C'est d'aller... La nature va nous rapprocher aussi de l'émerveillement. Elle nous reconnecte vraiment à ce qu'on est. Il y a des philosophes aussi qui disent qu'on est... Tu sais, on parle de l'homme et la nature, puis aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Il faut qu'on prenne soin de la nature, mais il n'y a pas d'homme et de la nature. On fait partie de la nature, tu sais. Mm-hmm. Fait que de rester connecté à ça, ça finit par nous donner toutes sortes d'occasions d'être dans l'expression de soi aussi, de différentes manières. Effectivement, puis tu sais, comme on le disait tantôt, c'est super naturel, ça, cette proximité-là, qu'on est dans la nature quand on est jeune, parce qu'on ne se questionne pas à l'autre et soi. Mm-hmm. On est nous-mêmes, puis ce qui est autour de nous fait partie de nous-mêmes sans qu'on vraiment on l'analyse.
Puis plus on grandit, plus on fait cette différence-là, comme Ouais, la c'est nature est à l'extérieur, les changements climatiques vont nous impacter, mais tu sais, on est les changements climatiques, c'est nous qui en sommes la cause en partie. Donc ça, c'est un point important à réaliser, je pense, puis à reconnecter quand on est rendu adulte, de comprendre ce lien-là qu'on avait. Puis c'est pas, comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont la chance quand ils sont jeunes d'avoir une proximité naturelle avec la nature, il y a des gens qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui sont grandis en 2 tours de béton, là. Ouais. Puis pour moi, c'est un peu incompréhensible parce que je suis pas capable de concevoir ça parce que j'ai pas vécu comme ça, mais je peux comprendre à quel point ça peut être... on peut voir la nature comme externe à nous si on n'a jamais eu de lien avec. Mais il est jamais trop tard quand même. Oui, absolument. Puis même c'est l'émerveillement que ça va créer tellement rapidement. En plus, si on n'a jamais eu cette chance-là d'être en contact avec la nature. Il y a une certaine jalousie, là, pas qui naît de ça, mais tu sais, quand on est jeune, puis on en reparlera peut-être plus tard là, de cette sécurité-là qu'on a, puis à cause de cette sécurité-là, on vit une époque magique dans la nature. On est peu conscient des dangers, on est peu conscient des restrictions de la vie. Puis cette espèce de chance-là on l'a quand on est jeune, puis toute ma vie, en tout cas pour ma part, il y a une certaine nostalgie de ça qui est en moi, de dire hey, c'était donc bien beau, c'était donc bien magique. Quand j'allais dans le parc, il n'y en avait pas de problème, c'était juste de la découverte, c'était de l'exploration pure. Ça, puis quand on est adulte, il y a plein d'autres couches qui s'ajoutent à ça. Ouais. Mais que d'être un adulte et de découvrir ça pour la première fois, ça doit être hallucinant. Ouais. C'est vrai, hein? Tu dois vivre des choses avec une conscience que tu n'avais pas quand tu étais jeune. Puis tu dois justement être conscient encore plus de la chance que tu as. Parce que quand on est jeune, des fois, tu sais, comme je vais donner un exemple que j'ai réalisé plus tard, quand j'étais plus vieux. Il y avait des endroits sur le boulevard Chaudière, qui est pas loin d'ici. Il n'y avait aucune maison, il n'y avait pas de quartier, là, il n'y avait pas de banlieue. C'était juste de la forêt puis plein de marais. Puis j'allais là avec un de mes amis d'enfance, on allait chercher de la pyrite sur le sol, puis on partait toute la journée en vélo, on attrapait des grenouilles, on attrapait des insectes, puis dans le temps, puis on a grandi, tout ça, ça s'est fait raser, détruire, tout ça. Mais à l'époque, je savais pas à quel point j'étais chanceux, puis je savais pas que la destruction existait, je savais pas que quand on a enlevé un milieu humide, il est plus là, c'est fini. Fait que tu sais, ces yeux d'enfant-là, ils donnent cette espèce d'innocence-là qui fait que ces moments-là sont magiques, sont pas empreints de qu'est-ce qui peut arriver. Quand on est adulte, je pense que tu réalises que, waouh, ce que je vois là, les pierres sur lesquelles je suis assis, les amphibiens qui sont là, c'est éphémère. Ouais. Puis on dirait que du moins, tu peux cultiver de le vivre plus intensément parce que tu sais à quel point c'est de nature éphémère puis à quel point ça peut être plus là demain. Oui, ça rajoute vraiment au côté précieux de cette chance-là d'être en contact. C'est pour dire qu'il n'est pas trop tard, pour créer ce contact-là avec la nature. Absolument. Parce qu'enfant, en plus, la nature, elle répond naturellement à tous les besoins. Là, le fait que l'enfant puisse être en sécurité émotionnelle et physique. Après ça, quand il arrive en nature, elle lui offre l'espace, elle lui offre... Les enfants apprennent par les sens, tu sais. Fait que les odeurs, les textures, les couleurs, tout est là. On a besoin de bouger, développer notre motricité, autant que ce soit la motricité fine, la motricité globale, grimper. Là, la Société canadienne de pédiatrie est sortie pour revaloriser l'importance du jeu risqué. Mais tantôt que tu jouais sur le bord de la rivière, enfant, tu sais, c'est comme quelque chose qui se perd, là, parce qu'on surveille vraiment beaucoup. Mais les enfants, là, ils n'ont plus de notion de risque. Ils ne savent plus faire la différence parce qu'ils ne sont plus en contact avec ça. Tu sais, tester tes limites, grimper à un arbre, allumer un feu, tu sais, c'est comme des choses qui ne fait plus, tu sais. La nature, elle offre tout ça, puis il faut reprendre contact pour réapprivoiser le risque, la notion de risque, tu sais. J'imagine qu'en même temps, c'est ça, tu sais, c'est quelque chose que... quand on parle des animaux à la maison, j'utilise ton Instagram ou ton livre, puis je montre les photos à mon coco, puis tu sais, je te présente comme un aventurier, là. J'aime me voir comme ça. Ouais. J'en connais des vrais, j'aime ça dire des vrais aventuriers. Il y a des gens qui font des choses exceptionnelles en ce moment au Québec, surtout dans le domaine de l'aventure. Là. Moi, je vais être plus un explorateur, je vais aller à la découverte de la faune. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu disais par rapport au risque, la notion du risque. Puis tu sais, il y a une partie, la grosse partie est sur les épaules des parents de l'acceptation du risque, tu sais.
Puis moi, j'ai pas d'enfant, mais je parlais la semaine passée à un souper de famille avec mes parents, puis je parlais de ça. Justement, que quand j'étais jeune, ils me laissaient revenir de l'école quand même en 15 minutes, puis moi, j'étais j'étais un explorateur né, là, dans le sens que ça prenait pas 15 minutes. Je revenais après 30 minutes, puis des fois, j'arrivais avec plein d'affaires, tu sais, parce que j'avais fait tout le quartier, tu sais. Puis c'était probablement une autre époque, une autre mentalité, je sais pas. Puis tu sais, mes parents c'est les meilleurs parents du monde pour moi, tu sais. Puis, mais ils acceptaient cette espèce de liberté-là. Puis j'ai tellement de bons souvenirs, j'ai tellement développé qui je suis autour de ça, cette liberté-là d'aller explorer. Puis c'était la même liberté qu'ils me donnaient quand j'allais dans le bois. Mm-hmm. Comme tu disais tantôt, dans le bois, là, tu sais, un enfant, ça fait n'importe quoi. Ça a le goût, des fois, de briser des choses. Là. C'est pas la place dans la maison, ça. Exact. Mais dans le bois, je pouvais prendre les bâtons de bois avec mes amis, puis je pouvais les briser sur des troncs, puis je tuais rien, tu sais. Puis il y a une innocence dans l'enfant que, tu sais, t'écrases une fourmi, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Ça fait partie des expériences qui te font grandir. Mais cette nature-là, cette liberté-là... Elle te permettait ça. Puis même les exemples que tu viens de nommer, à quelque part, c'est de la régulation d'émotions aussi. Carrément, quand tu as un trop-plein d'aller casser des morceaux de bois. Moi, j'ai amené mon petit sur le bord de l'eau quand il y avait de la glace. Là. On pouvait passer 1 heure à soulever des morceaux de glace, à casser ça. Glace, Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est des contacts directs avec la nature, avec la chance qu'on a de pouvoir y avoir accès, effectivement. Mais on mobilise toutes sortes de choses pour le sain développement des enfants aussi, quand on est en contact avec la nature comme Clairement. ça. Puis tu disais contact avec la nature, juste pour mettre en perspective aussi, là. Moi, je suis photographe animalier, puis... je suis au Québec, puis en Amérique du Nord. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, tu sais, c'est où tu vas aller? Tu veux aller en safari, tout ça. Puis plus comment je pourrais dire, j'atteins une certaine maturité dans mon métier, plus je réalise avec la chance qu'on a au Québec d'avoir des espaces verts, mais d'avoir cette liberté-là. Au Québec, tu peux prendre ton automobile, puis amener tes enfants, puis aller dans le bois en 15-20 minutes. Oui. Puis c'est pas obligé d'être le plus gros paysage, tu sais, la vallée Jacques-Cartier qui est un peu plus loin. Ça peut être juste un petit ruisseau. Mm-hmm. Puis tu le fais avec ton fils, ça peut être sur le bord du fleuve. On a accès à tellement de beaux petits coins rapidement. Puis on oublie ça, parce qu'on l'a collé sur le nez, tu sais, on a grandi dans ça, le fleuve a toujours été là, la forêt a toujours été là, mais il y a des pays que c'est plus comme ça. Tu sais, moi, j'ai des photographes français qui grandissent en France, puis leur rêve, c'est de venir ici, voir la nature, puis j'en ai croisé. On est dans le bois ensemble, puis ils ont le sourire aux lèvres parce qu'ils vont à une orignal, puis c'était leur plus grand rêve. Nous, on a la chance d'avoir ça chez nous, de grandir avec ça. Puis je pense que comme toute chose qu'on prend pour acquis, c'est important de réaliser que c'est encore là, puis qu'on peut le redécouvrir. Puis je pense que c'est ça aussi, il y a des parents qui n'ont pas nécessairement eu ça dans leur jeunesse, fait que c'est dur pour eux de comprendre qu'est-ce que ça peut apporter à leurs enfants. Mm-hmm. Mais si eux aussi le découvrent en même temps que leur enfant, ben là, c'est doublement bénéfique. Ça crée un lien encore plus fort, parce que là, toi, tes souvenirs en tant qu'adulte sont forts avec ses souvenirs. Ah ouais. Puis absolument, ça fait du bien à tout le monde, là, en parentalité. Dès qu'on est en famille, s'il y a quelque chose qui ne va pas, là, c'est comme aller dehors. C'est tellement souvent une solution. Là. Je me souviens avec mon petit, quand il était vraiment bébé puis qu'il pleurait beaucoup, tu étais à bout de ressources, là, j'allais dehors. Là, tu vas dehors, puis il finit par observer les feuilles des arbres qui bougent, à sentir le vent sur ses joues. C'est comme des sensations qui sont plus grandes que lui-même. Puis ça finit toujours par être apaisant ou à faire du bien. Des enfants qui ont besoin de bouger. On va dehors, c'est la place. Tu peux parler plus fort, tu peux bouger plus, courir plus vite, sauter plus haut. Fait que la nature, elle offre tout cet espace-là qui est nécessaire à l'expression de soi puis à la réponse du besoin de l'enfant aussi. Là, ça nous fait sortir de nous-mêmes, mais en même temps, ça nous fait entrer en nous-mêmes. Ah, En tout cas, si je parle de ma vie adulte, parce que je trouve que il y a vraiment... Quand on est jeune, c'est très inconscient, nos actions. Si j'ai le goût d'aller dehors, c'est parce que je le sens. Ouais. Je vais aller dehors, puis c'est peut-être un trop-plein d'émotions. Quand tu es adulte, tu comprends un peu plus la source de tes envies. Puis je pense que, tu sais, quand moi, je suis chez moi, puis je travaille au bureau, je fais de la gestion, je fais mes commandes, je gère mon site web. Après 1 journée, 2 jours, 3 jours, puis c'est comment je suis, là, je me sens prisonnier, j'ai besoin de sortir. Puis c'est que j'ai l'impression de me perdre un peu. J'ai plus de contact avec moi-même, puis j'ai pas besoin d'aller loin. Les gens, ils voient toujours « Hey, c'est fou tes aventures, tu vas dans le Grand Nord, puis tout. » Ben oui, mais
hier matin, je suis parti en kayak au lac Saint-Charles, juste ici, qui est à 15 minutes de chez nous. Puis c'était un matin exceptionnel. J'ai vu des affaires de fou, là, tu sais. Juste à côté, tu sais, puis j'ai pas fait de belles photos. Mais le moment là, m'a tellement fait du bien là, de juste voir le lever du soleil. Puis ça m'a recentré. Parce que tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est plus grand que nous-mêmes. C'est effectivement plus grand que nous-mêmes parce que tu reprends un peu ta place dans le cosmos. Ouais. Je suis un animal comme ceux que je croise, puis on n'est pas à l'extérieur de ça, on provient de ça. Ça dépend des croyances, bien sûr, mais tu sais, pour ma part, je crois beaucoup qu'on vient de la nature, tout comme les animaux, tout ça, et c'est de se retrouver, il s'est passé de quoi justement hier de tellement anodin, là. J'étais en kayak avec ma copine, puis il y avait un couple de bernaches sur une petite île. Fait que là, on arrive là, on approche doucement. D'habitude, ils se sauvent assez vite, là. Ça dépend des oiseaux, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des individus. On arrive là, puis je t'ai rendu à peut-être 5 mètres, 2 mètres de la bernache, il y en avait 2. Puis elle était juste debout, elle me regardait comme ça. Puis je prenais pas de photos. Je l'ai regardé. Puis pendant 10 minutes, on a juste regardé, on s'est regardé, il y a eu un échange. Puis j'ai dit, quand on est parti, j'ai dit ça fait mon matin. L'espèce d'interaction contemplative avec une autre espèce. Il n'y a pas d'analyse. Je suis pas en train de dire, OK, regarde sa plume-là. Ouais. C'est juste comme dans le moment présent. Puis ça m'a beaucoup fait de bien émotionnel, tu sais, de reconnecter. Fait que c'est ce que je vivais quand j'étais jeune, mais que j'analysais pas, puis que je faisais pas rétroactivement. Puis des bernaches, il y en a dans tous les parcs à Québec en ce moment. Il y en a partout. Mais c'est beau parce que, tu sais, ce que tu viens de nommer là, de mon œil, moi, ça me fait beaucoup penser au jeu véritable, qui est un des 3 besoins irréductibles de l'enfant, c'est de jouer librement. Donc, le jeu libre, là, on est vraiment dans l'expression de soi, dans un jeu que l'enfant décide complètement et sans aucune attente extérieure. Alors là, quand tu me dis que cette fois-là, tu le nommes, je ne prenais pas de photos, là. Tu as pris le temps de le nommer, tu as juste vécu le moment, tu es parti de chez toi, tu es allé faire ton tour de kayak sans aucun autre objectif. Tu n'avais pas à aller prouver quelque chose ou à aller réussir quelque chose. Ça me fait vraiment penser à ce jeu-là qu'on perd en tant qu'adulte puis qui est si précieux en tant qu'enfant. Puis là, tu nous as ramené à me dire « Mais c'est ça que je faisais enfant ». Fait que exactement. Le jeu, cet espace-là de jeu libre était grand pour toi? Carrément, puis tu sais, cette liberté-là, on l'a quand on est plus jeune parce qu'on n'a pas à subvenir à nos besoins. Puis tu sais, comme même un peu plus tard dans l'enfance, adolescence, je reproduisais la même chose. Tu sais, j'ai commencé la photographie assez jeune. Avant ça, je capturais les insectes. C'était une manière un peu, comment je peux dire, immature de les immortaliser, de les montrer. La photo permet la même chose. Je les immortalise et je les partage. Mais quand on vieillit, tu sais, c'est ça. Quand je pourrais dire, il y a des besoins qui arrivent avec ça. Puis une grosse partie de ma vie, tu sais, j'ai 33 ans, il y a eu le besoin de performer et de produire, d'être productif. Ouais. Fait que la photo a pris cette tangente-là assez rapidement. Puis c'était plus nécessairement de vivre le moment. Puis ça a été... même encore des fois, je dois me repositionner parce que j'ai un objectif. Ouais. Tu sais, comme... Hier matin, mon objectif, c'est d'aller faire de la photographie, de ramener une belle image, mais je peux pas forcer les choses. La nature étant ce qu'elle est, je suis contemplatif, il faut que je reste ouvert. Puis ça sert à rien de se mettre de la pression, je l'ai vécu trop souvent. Tu vis pas le moment, puis il y a rien de bénéfique qui en sort. Puis quand tu es jeune, c'est drôle parce que tu fais juste le vivre le moment, puis ça se suffit. Ouais. Puis j'ai quand même été chanceux d'avoir ce lien-là avec la nature. Mes parents ont accompagné ça, ils ne me mettaient pas de pression, il n'y avait pas d'objectif vers ça. Ils ne m'ont jamais dit « Hey, rapporte ce papillon-là, celui-là, puis si tu trouves ces roches-là, rapporte-les, on va les mettre dans la collection, puis on fait quelque chose avec ça. » C'était juste « On le fait, point. » Puis t'es tanné, jette-la. C'est correct, tu sais, Tu n'as jamais senti que tu avais besoin de prouver quelque chose, d'être efficace dans quelque chose. Exactement. Ni que c'était une perte de temps. Tu avais juste le droit de... J'avais le droit, puis ça se suffisait. Puis ça, je suis éternellement reconnaissant d'avoir eu cette éducation-là par rapport à ça, parce que encore aujourd'hui, je vais revenir à la performance, encore aujourd'hui, je suis capable de me dire, je m'en vais dans la nature, puis c'est tout. Il n'y a aucun objectif, il n'y a aucune
besoin de productivité. C'est sûr que vu que moi, c'est mon métier, c'est ça que je disais, c'est qu'il y a eu un moment dans ce carrière-là que ça devenait quasiment lourd parce que malgré que je suis en nature, il y avait un objectif de performance derrière ça. Puis plus je le vivais, plus je disais, bon, ben, mais semble que j'ai pas de fun à faire ça. C'est ça, j'allais te demander. Est-ce que ça enlevait le enlevait jeu, ça enlevait le sens. bonheur de... C'est ça. Okay. Ça enlevait tout le pourquoi j'ai commencé à le faire. Ouais. Puis pourquoi j'ai commencé à le faire, c'est parce que quand j'étais jeune, je le faisais puis j'avais du fun à le faire. C'est quoi la différence? Quand j'étais jeune, j'avais rien à produire de cette activité-là. Mais là, c'est de trouver un juste milieu parce qu'en tant qu'adulte, j'ai à subvenir à mes besoins. Donc, trouver ce juste milieu-là, retrouver cette énergie de plaisir à le faire que j'avais quand j'étais jeune et être productif dans un sens en le faisant. Mais quand c'est pas ton métier, c'est que du plaisir. C'est qu'une communion avec la nature que tu vas chercher. Puis les gens, on le remarque souvent, ça. Tu sais, quand tu connais tes amis dans un pub ou dans une soirée, puis quand tu vas dans le chalet avec eux, souvent les gens changent totalement. Puis c'est toujours, selon moi, plus agréable d'être autour d'un feu avec des amis que d'être autour d'une bière, bien que ça peut être le fun tous les deux. Je trouve qu'en nature, surtout quand tu es avec des gens qui sont pas souvent en nature, des citadins, puis tu t'en vas prendre une marche avec eux, il y a un regard nouveau. Puis moi, j'ai un malin plaisir d'être avec des gens qui sont peu souvent en contact avec la nature, de marcher avec eux, puis leur montrer les choses, ce champignon-là, ça, de partager, puis de voir le regard de quelqu'un qui connaît pas ça, puis qui réalise, hein, on a ça ici, puis toute cette fascination-là. Puis je trouve qu'à cause on est dans la nature, puis qu'on marche ensemble, l'énergie de la discussion n'est pas pareille. Les gens sont souvent plus posés, plus calmes, plus réceptifs, moins dans la performance sociale. Oui. Puis on se le dit aussi, on ne tolère pas les mêmes choses aussi. Être en face à face puis pas trouver de sujet de discussion, ça devient vraiment malaisant. Tandis qu'aller prendre une marche puis pouvoir observer ce qu'il y a autour, on les tolère vraiment mieux, les silences ou les moments plus calmes, plus posés. Là, fait que ça peut être une belle façon aussi de reconnecter avec quelqu'un ou d'entrer en contact avec quelqu'un une première fois, de passer par la nature. Là, tout simplement. Moi, j'aimerais beaucoup de mes meetings d'affaires se passent en nature. Malheureusement, c'est souvent dans des restos, tout ça. Puis ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, je suis plus enclin à la nature, probablement parce que je suis plus sensible. Tout ce qui est anxiété sociale, j'en ai fait beaucoup. Ça. Quand il y a trop de gens, quand il y a trop de sujets de conversation à une table, je me perds beaucoup, moi. Puis quand je suis dans la nature avec des gens, ça se passe pas. Fait que, naturellement, on dirait que... Puis mentalement, je suis toujours plus sain quand il y a un peu de nature autour de moi. Puis ça peut être juste une plante dans la pièce, On dirait que je me retrouve plus sain d'esprit puis plus apte à être moi-même. Tandis que, on parlait de la performance aussi, là. Il y a toujours eu ce conflit en moi de la performance avec autrui, qui en nature est beaucoup moins présente. Puis la nature, moi, m'a tellement aidé souvent. C'est pour ça que j'en parle autant, puis je dis toujours aux gens de prendre un 5 minutes de marche ou tout ça. Puis encore plus de l'inculquer à ses enfants, d'aller en nature, parce que pour moi, ça m'a sauvé la tête tellement souvent d'aller prendre une marche, de juste prendre le temps d'être en nature, puis c'est ça, de me poser. Oui, parce que là, on pourrait se dire, toi, tu dois être un petit garçon calme, posé, qui devait être sage à l'école et tout ça. C'est ça, hein? Oui, puis non. Mais effectivement, ça bouillonne beaucoup en moi. Je suis quelqu'un qui ça a toujours bouillonné beaucoup. Puis c'est un peu logique quand tu regardes mon parcours côté créativité. J'ai beaucoup à extérioriser. Mes émotions, j'ai toujours eu besoin de les mettre sur un tableau, tout ça. Très thérapeutique, puis la majorité des artistes, c'est ça. Mais c'est ça. En fait, tu avais beaucoup à faire sortir. Puis ça, c'est que rapidement, tu as été outillé pour le faire. Exactement. Mais dans un contexte scolaire. J'ai une mère qui est professeure d'art aussi. J'ai eu cette chance-là inestimable d'avoir cette éducation-là à l'art puis à la créativité. Mais ça me pousse aussi à dire que moi, je m'identifie comme ça, artiste, créateur. Puis ça a été comme naturel pour moi, mais on en parlait au début. Je sais pas si on en parlait au début, mais tout le monde l'est au début. Oui. Puis il y a beaucoup d'artistes qui sont tués en bas âge. Ah oui, absolument. Je trouve ça super triste. J'ai sorti la statistique, c'est la NASA qui avait demandé, qui avait fait faire une recherche pour
tenter d'évaluer la créativité chez les futurs employés, dans le fond. Fait qu'ils voulaient trouver les gens les plus créatifs pour travailler pour eux. Puis, le test étant pas très compliqué, il avait fini par le faire passer à des milliers d'enfants aussi. Puis, il démontrait que en bas de 5 ans, 98% des enfants étaient considérés comme très créatifs. Et rendus à l'âge adulte, on est à 2%. C'est beau, je me souviens plus des chiffres entre les deux, je pourrais les remettre, mais la marge est incroyable. Fait que les chercheurs ont démontré, en fait, qu'on est tous créatifs, puis que le système scolaire nous l'a fait perdre. Actuellement, c'est ce que ça démontrait, tu sais. Alors, puis, tu sais, c'est comme un exemple que tu n'arrivais pas à sortir cette créativité-là dans le milieu scolaire, mais pourtant, tu es un être profondément créatif, mais je me demande, puis tu le faisais ailleurs. Vu qu'il n'était pas là, puis je réfléchis à haute voix, je me pose la question si... Puis mon père aussi là, était dans le processus, là, les parents étaient là, les deux, pour ça, mais si j'avais pas eu ça à la maison, comment je l'aurais vécu? Puis, tu sais, je sais même pas comment autrement je pourrais être. Oui. Mais j'ai vraiment eu une chance de pouvoir être... guidé vers ça, puis que c'était correct. C'est ça, parce qu'on ne t'a jamais fait sentir que c'était inadéquat ou pas suffisant. Non, c'est ça. Ben, comme tout parent, quand t'es rendu un jeune adulte, puis tu te dis, je quitte l'école, puis je vais être peintre. Puis, tu sais, je me mets dans leur position, puis je réagirais pareil. Je fais, ben, ça te prendra un plan B, tu sais. C'est normal, tous parents veulent que ça se passe bien, une sécurité pour leurs enfants. Mais, effectivement, ça n'a jamais été « Non, va pas dans cette direction-là, ça ne fonctionne pas. » C'est toujours « Oui, garde toujours cette position-là, garde toujours ça. Tu peux faire autre chose pour être plus sécuritaire, mais ça, c'est important. » Ça a de la place, oui. Puis je peux croire que beaucoup d'enfants se font dire que c'est juste impossible. Oui. Ça, je peux comprendre que ça arrive souvent, puis c'est super malheureux parce que sans étouffer ça, il y a moyen de le laisser vivre. Puis, t'as pas besoin d'être toi-même un artiste pour que ton enfant vive sa créativité. Tu peux juste le guider. Puis je pense que c'est ça un peu le rôle du parent, c'est guider l'enfant vers ce que naturellement il aime faire. Puis tous les enfants aiment faire du bricolage. Tu sais, tous les enfants aiment ça, explorer, découvrir ce qu'ils sont capables de faire avec leurs mains. Découvrir par les sens, en fait. Parce que la créativité, c'est dans tout. T'sais, dans le fond, tu peux être créatif en cuisine, tu peux être créatif... Oui, c'est pas juste de l'art visuel. Là. Exact. Tu peux être créatif en affaires. C'est tellement vaste, la créativité. C'est de l'extériorisation. Puis c'est effectivement dans tout domaine, là. Mais on a tendance à juste l'étiqueter à l'art. C'est ça. Puis l'art a une mauvaise réputation d'être pas payante, pas un chemin de vie. Puis il y a beaucoup d'exemples d'artistes aussi très éclectiques. Fait que je peux comprendre les parents dans ce cheminement-là, mais ça brime beaucoup de gens, puis ça brime beaucoup d'artistes qui auraient pu s'accomplir dans ça. Ouais. Puis moi, je dis souvent, tout le monde dit comme « Ah, tu dessines bien » ou oui, quand j'étais jeune, je dessinais bien, mais c'est parce que j'ai dessiné souvent. Je suis pas né en dessinant bien. Exact. C'est de même dans beaucoup de choses. Tu développes... T'as un 1% de talent, puis tu développes le reste. Ça a été dit 1000 fois, ça. Mais c'est fou de comprendre que même adulte, quelqu'un, tu dis, prenez toute une feuille de papier, dessinez tout un bonhomme allumette. Ils vont être différents, les trois. Ouais. Maintenant, ils vont dire, bon, le mien, il est pas beau, lui, il est beau, lui. Mais si tu te dis, continue à dessiner des bonhommes allumettes chaque jour pendant 10 ans, puis développe ton propre trait à ta manière, de la façon que toi, tu le fais, tu vas finir par maîtriser ta propre stylistique, puis tu vas, tu vas arriver à quelque chose, tu sais. Fait que c'est toujours un peu de dire, on est vraiment biaisé par ce qui est beau et laid. On a un discours par rapport à l'erreur aussi qui est très, très difficile, là. Dans le fond, on voit vraiment les erreurs comme un pas d'arrêt, là. On devrait se stopper quand on arrive à un moment où on fait une erreur, où on trouve ça difficile, mais la créativité, elle est vraiment... Elle peut continuer de prendre de l'expansion si on accepte aussi l'inconfort de ces émotions-là, de faire qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on vient de faire ou de réussir à s'adapter puis de voir l'erreur comme une étape du processus, tu sais. Fait que quand tu donnes l'exemple du bonhomme allumette, ou, tu sais, c'est aussi ça, c'est de voir
Le tout comme une progression, pas viser la perfection immédiatement non plus, là. Ta première toile, elle devait pas être non, puis j'ai un exemple très concret qui vient de... Mais oui! Une ampoule sur la tête. Moi, je suis daltonien. OK. Scoop. Ah ouais? Tous les gens autour de moi le savent. Je suis pas daltonien extrême. Tu sais, je vois la couleur du verre qui est bleue. OK, ouais. C'est bon. Mais non, c'est des couleurs... pour ceux qui nous écoutent, là. Il est vert. Mais c'est très subtil. Donc, les teintes de vert forêt très foncé, je peux les mélanger avec un rouge très foncé. Okay. Un bleu très foncé avec un mauve foncé. C'est tout dans ces sphères-là, les saturations, les luminosités. Okay. Puis ça va beaucoup être visuellement quand je le fais. Mais quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup conscience de ça. Puis ma mère, elle me faisait dessiner des choses. Puis elle l'a vu assez vite. J'ai fait des arbres bruns avec les feuilles brunes. Ah oui, pareil que mon frère. Ben oui, que tu connais. Puis on a de quoi de très similaire pour les couleurs en plus. C'est à peu près les mêmes. Puis j'ai réalisé que j'ai 3-4 amis qui c'est ça aussi. Là, très fréquent chez les hommes, là, ça. Le daltonisme. Puis au lieu de faire ça comme me faire voir que c'est une erreur, que c'est pas correct, j'ai développé des trucs, puis elle m'a aidé à comprendre d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Puis ça m'a pas été imposé comme un frein, comme un handicap, de dire « Ah, t'es daltonien, tu ne peux pas colorier, tu ne peux pas dessiner. » Puis toute ma vie, j'en ai fait d'autres erreurs. J'ai fait des erreurs involontaires, tout ça, mais j'ai compris que c'était pas grave à la base de se tromper. J'ai compris qu'il y a des artistes qui étaient daltoniens, puis comme Marc Séguin, si je ne me trompe pas. Je connais pas les... qui est daltonien ou pas. Puis c'est ça, puis que la créativité, c'est beaucoup plus large que d'appliquer la bonne couleur à la bonne place. Absolument. En fait, ça n'en est pas tant que ça. C'est ça. Fait que tu sais, cette liberté-là, on revient encore à la nature, elle s'applique à la créativité. Quand tu es dans la nature, tu as ce monde-là, cet univers-là à découvrir. Puis c'est toi qui vas marcher dans la forêt, puis qui va décider si tu vas à gauche, à droite. Tu vas soulever cette roche-là pour découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous ou celle-là à droite. Puis la créativité, c'est le même chemin que tu prends. Tu as une immensité. Tu sais, le cosmos, c'est grand. Là. C'est ça, la nature, c'est le cosmos. La créativité, c'est ça. Puis tu pourras jamais venir à bout de ça. Comme la nature, j'ai 33 ans, puis je dédie ma vie à chercher des trucs dans la nature. Je cherche des animaux, je cherche tout, tu sais, les plantes, tout ça. Puis à chaque jour encore, puis... Tu sais, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans un livre. À chaque jour encore, je m'étonne. Puis je suis comme, comment ça qu'à 33 ans, j'avais jamais vu cette bébite-là? Ça n'a pas de fin. Puis on a la preuve chaque jour. La nature, elle n'a pas de fin dans cette quête de nourrir notre curiosité-là. La créativité, c'est la même chose. Ça n'a pas de fin. Puis c'est nous, notre propre limitation dans ça. C'est nous qui mettons les espèces de barrières. Puis je pense que ces barrières-là sont souvent... ancré en nous à cause de l'éducation qu'on a eue. Notre rapport à l'erreur, vraiment. Notre aussi, rapport à l'erreur. Comment nos parents ont réagi par rapport à qu'est-ce qu'on a fait. Ça veut pas, ça nous marque. Puis dans le milieu scolaire aussi, qui est très cadré. Des attentes très précises puis une manière de faire plutôt que... Il y a plein de situations où il pourrait y en avoir plusieurs manières de faire, puis on n'a pas nécessairement le temps étant donné le nombre d'élèves puis le système dans lequel on est. C'est ça, ma mère est enseignante, j'ai vécu ça un peu plus de l'intérieur, puis c'est très compliqué, là, avoir 30 personnes différentes dans une classe. Non, c'est ça. Avec des gens qui ont des besoins très spécifiques. Fait que je comprends ça, c'est un peu défaillant dans un sens. Pour ma part, effectivement, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de ce chemin-là créatif à l'école. Plus de rapport avec la nature aussi. On parle de l'art, puis l'art prend de moins en moins de place à l'école, ce qui est déjà le premier combat, mettons. Mais en plus de tout ça, il y a un combat par rapport à la proximité à la nature. Il n'y a absolument rien. Ah, c'est ça. Il n'y a absolument rien. Cours d'éducation à notre forêt. 15 minutes. Puis le contact avec l'extérieur dans une journée scolaire, c'est souvent un 15 minutes de récréation dans un espace soit bétonné. Soit dans des modules de jeu en plastique métal, là, tu sais. J'étais chanceux. J'étais à l'école des sources ici. OK. Puis je réalise parce que ça a changé beaucoup la cour là, au fil des années, mais je repasse là des fois, puis quand on était plus jeune, c'était plus comme juste une forêt, c'était clôturé, puis c'était juste une forêt, un grand terrain. Avec du gazon puis des arbres assez matures. Puis je me rappelle très bien qu'on jouait dans la cour, dans les racines de l'herbe avec nos petites autos. Voilà.
Puis je suis comme, ah, mais ça a Très changé, propice ça. au jeu libre. Ouais, non, mais ça a vraiment Ouais. changé. Puis je me rappelle, une fois, on avait trouvé des bébés plus vieux qu'ils le dirent. Ah Puis ouais. l'enseignant, on avait fait venir des professionnels qui étaient venus déplacer le nid. Wow. Puis là, je regarde la cour maintenant, puis ça, je pense que l'arbre est tombé. Quand il est tombé, je l'ai vu, là, il est tombé à cause du vent, là, mais c'est un arbre que je jouais dessus quand j'étais jeune. Puis c'est rendu il y a beaucoup de jeux là, bétonnés, là, puis il y a des cours. Puis c'est correct, je pense que ça évolue, là, mais il y avait cette espèce de nature sauvage-là encore présente. Puis, tu sais, moi puis mon ami d'enfance, on allait au fond de la cour jouer dans les buissons, puis on attrapait des petits coléoptères qui étaient dorés, brillants, puis on passait nos récréations à chercher des bébites là-dedans. Fait que, tu sais, cette espèce de lien-là, je sais pas s'il est moins présent aujourd'hui, mais effectivement, il y a moins de nature autour. Il y a moins de nature, puis ça demande du temps. Tu sais, puis on est dans un rythme de vie où les horaires des enfants sont très, très, très chargés aussi. Alors, pour avoir du temps de jeu libre, pour avoir du temps pour l'émerveillement ou pour l'ennui, ben il faut avoir du temps, tout simplement aussi, tu sais. Puis tu sais, t'en parles, là, du petit coléoptère brillant, mais on le voit dans tes yeux, là. T'es émerveillé, t'es encore... Ouais. J'en ai trouvé un pareil, cette espèce-là, il y a comme l'été passé. Puis je promenais les chiens, puis j'ai reconnu le même buisson que quand j'étais jeune. Puis j'ai fait, quand j'étais là, on travaillait des bébites, là, je l'ai retrouvé. Là, je le montrais à ma copine. C'est le même, il y a une barbe blanche. Ouais, j'étais là, hey, c'est fou, ça. Non, qui a bien vieilli. Ouais, c'est ça. Ça vit vraiment vieux. Mais c'est ça, tu sais, je revivais les mêmes émotions que quand j'étais jeune, puis j'étais rempli de... On dirait que je reprenais contact avec moi-même à cause d'un coléoptère que j'ai vu quand j'étais jeune. Puis la nature, c'est la plante aussi. Ouais. C'est une chance que j'ai eue, parce que je l'ai, ce souvenir-là. Mm-hmm. Mais l'émerveillement, c'est... Tu sais, on le sait maintenant, puis j'en ai parlé ici avec mon ami Jean-Baptiste, l'émerveillement, conserver l'émerveillement, c'est un des meilleurs gestes éducatifs qu'on peut faire. Parce que toute éducation qui va répondre au pourquoi de l'enfant va vraiment aller le marquer puis lui donner ou alimenter son désir d'apprendre. En ce moment, on est beaucoup dans un système aussi où on tente de faire rentrer des informations, puis on part pas nécessairement du pourquoi des enfants puis de ce qui les intéresse, mais de réussir à conserver cet émerveillement-là va leur donner l'envie de continuer d'apprendre, peu importe dans quel domaine, tu sais. Ce qu'on veut, au final, c'est que les enfants soient motivés à apprendre, puis à aller découvrir, puis à continuer d'apprendre, c'est ça. Mais s'ils n'ont plus de plaisir à le faire, ben là, c'est là qu'on se perd, tu sais. Mais de conserver cet émerveillement-là des petites choses, puis Comme tu disais tantôt, l'ennui, là, oui. C'est un sujet important, oui, je pense, vraiment, c'est puis, ça. Pour que ces choses-là émergent de l'enfant. Puis, tu sais, quand je parle de ça, je parle de moi-même parce que c'est juste moi que je connais, là, quand j'étais jeune, mais effectivement, on a grandi peut-être dans un monde, nous deux, qui était moins technologique. Tu sais, il y avait une Nintendo 64, tu sais, je jouais, mais j'étais pas accro, là, tu sais, on jouait de temps en temps. Mais beaucoup de mon temps d'enfant, c'était passé en vélo dehors, à me promener autour de chez nous. On faisait tout ça. On se promenait, on découvrait, puis c'était ça, on jouait dehors. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. J'ai l'air de dire ce que mon père me 75 disait. ans. Ouais, c'est ça. Mais je me rends compte que ça a vraiment changé drastiquement, là. Ouais. Puis je comprends, là, je veux dire, il y a tellement de choses stimulantes, là, maintenant, là, de jeux, là, immersifs, que c'est vraiment plus intéressant qu'aller te perdre dans la forêt, là. Ben, c'est parce que les enfants, en fait, ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Ils sont capables d'exprimer ce qu'ils aiment, de nous parler de leur goût, de nous parler de leurs intérêts, mais s'ils sont exposés uniquement à des horaires chargés puis à des écrans, ben ils vont finir par aimer ça. C'est normal, tu sais. Ben oui, fait que c'est pour ça que c'est la responsabilité. C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est notre responsabilité de les exposer à plus de choses, plus de nature et tout, là. Exactement. Puis je peux pas qualifier ça d'ennui, mais dans ces moments-là où que je me promenais, mettons, à la rivière, là, j'explorais tout ça. Il n'y a pas d'objectif de jeu nécessairement que je suis comme, OK, on joue à tag, on fait ça, ça, c'est de l'exploration. Puis je peux qualifier ça d'ennui des fois parce que, mettons, bon, mes amis ne pouvaient pas jouer avec moi, fait que bon, je vais aller me promener tout seul, puis je vais aller faire ça où ma mère vient avec moi, puis on va voir les canons, on va les nourrir, tu sais. Puis j'ai fait ça plein de fois. Mais c'est dans ces moments-là que on dirait que j'ai pris conscience de mon pouvoir
de trouver des choses. Tu sais, de regarder l'écorce, puis là, je regarde l'écorce, je la lève, il y a plein d'araignées en dessous. Puis tu sais, comme c'est né de quoi, ça? Il y a personne qui me dit, fais-le. Il y a personne qui me dit, tu vas trouver des choses si tu fais ça. C'est venu de l'ennui de dire comme, bon, je cherche quelque chose à faire, puis ça émerge. Ouais. Naturellement, tu sais. Puis je pense que tout le monde, c'est comme ça quand on est plus jeune, tu sais, on veut découvrir, on cherche des choses. Puis tu sais, je regarde avec ma soeur, sa fille, qui est en très bas âge, 2-3 ans, dans ces bouts-là, elle l'éduque beaucoup à découvrir la nature. Puis il montre comment manipuler la nature, tu sais, sans blesser. Oui. Récemment, j'ai appris que, tu sais, les salamandres qu'on trouve en dessous des bûches, ben, c'est pas bon de les prendre avec nos mains parce que on met quelque chose sur eux qui est dommageable. Fait que, tu sais, elle monte à les prendre avec des gants, tout ça. Puis elle est arrivée l'autre jour dans le cours chez mes parents. Puis c'est drôle parce que mon père me disait ça cette semaine. Elle dit, tu sais, les roches que tu soulevais, là, ben, elle les soulève aujourd'hui encore, tu sais, pour trouver les mêmes bébites. Puis cette roche-là n'a pas bougé depuis 50 ans. Mais elle a été élevée à peu près 2000 fois. Puis il y a des choses qui ont changé en dessous. C'est plus les mêmes bébites qu'il y a là, tu sais. Mais elle est arrivée me voir, puis elle me sort, regarde ça, Jean-Simon, tu sais. Elle me montre ses mains. Il y avait genre 4 limaces complètement dégueulasses. Ses mains étaient recouvertes de glu. Puis même moi, j'étais là, arc! Tu sais. Mais elle, tu sais, elle a appris que c'était correct. Ouais. Elle a appris que c'est bien correct, puis c'est pas dégueulasse. Puis je pense qu'hier, elle est allée voir des bébites à l'aquarium. Oui. Puis ma soeur m'a envoyé une photo d'elle avec une grosse tarentule sur la main. Tu sais, comme elle est toute petite, puis elle a pas peur, elle trouve pas ça épeurant. Parce qu'elle a toujours été en contact. De dire comme, elle montre que c'est correct, puis que c'est des êtres vivants, puis c'est pas dégueulasse ou pas dégueulasse, c'est juste, ils sont une araignée, puis c'est correct. Ouais. Fait que je trouvais que c'était une belle preuve des limitations que des fois les parents vont montrer à leurs enfants qui va rester avec eux toute leur vie. Ouais. Je pense pas que tu as peur d'une araignée quand tu es jeune si on t'a pas dit que ça te fait peur. Ouais. C'est le même principe. Il y a un gros impact, oui. Ouais. Comme le regard que l'adulte va porter sur l'insecte ou sur l'animal, ou un peu comme on le nommait avec les jeux risqués aussi tantôt, là, que comme l'adulte a à gérer sa propre émotion pour pas la transmettre à l'enfant puis laisser la place à l'enfant. Peut-être qu'il va trouver ça plus répulsif. Il y en a certainement plus certains qui sont moins attirés que d'autres. Même moi, je veux mais pas au moins que ça limaces. reste. Ouais, c'est ça. Okay. De garder une posture d'ouverture en tant qu'adulte. Pour ça, il faut qu'en tant qu'adulte, tu aies fait l'introspection de savoir c'est quoi. Ouais. Pourquoi tu réagis à ça, face à ça. Je pense que c'est intéressant, tu peux le confirmer peut-être, de voir grandir ton enfant puis de comprendre qu'est-ce que toi... Qu'est-ce qu'il y a de bloqué chez toi? C'est le plus gros défi de toute la parentalité, là, de voir ton enfant réagir, puis de voir qu'est-ce que ça te fait à toi, puis de comprendre. Ton enfant, c'est un miroir, là, parce que ça va t'amener dans des zones, justement, où tu pensais pas, où tu réagis super spontanément, puis après, t'es comme, on sait que c'est passé, là. Pourquoi j'ai réagi de même, d'où ça sort? Fait que moi, je dis toujours ici que aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même, là. C'est un processus là, incroyable pour réapprendre à te connaître puis à grandir à travers ça. Il y a plein de choses qu'on fait de façon mécanique. Puis là, quand tu le fais avec quelqu'un d'autre que tu veux accompagner dans son développement, tu es comme, va falloir que j'analyse un petit peu plus, là, finalement. Là, je suis plus la seule à être impactée là-dedans. Là, non, c'est vrai. Hein? Fait que c'est vraiment un processus d'analyse constant. Oui, effectivement. Mais c'est bien de se le poser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas à cette étape-là nécessairement là, parce qu'ils n'ont pas été apportés à se poser la question. Oui, absolument. Il faut prendre conscience. L'impact que ça a dans une vie, là, des petits gestes, des petits chemins que tu dis à ton enfant de prendre, puis forcer d'admettre que je suis super reconnaissant des chemins où j'ai été guidé. Oui. Puis tu sais, c'est un autre exemple, j'ai joué du piano longtemps dans ma vie. Puis c'est comme ça que j'ai connu ton frère, d'ailleurs, avec la musique. Plus tard au secondaire. Oui. Mais effectivement, tu sais, je regarde, ils m'ont inscrit à faire des cours de piano, mais ils l'ont pas fait avec mon frère puis ma soeur, là. Ils l'ont fait parce que je jouais au piano de moi-même à la maison pour le fun. Puis quand j'ai été tanné de le faire, ils m'ont arrêté de m'inscrire. J'ai arrêté. J'ai continué à jouer par moi-même, mais tu sais, je trouvais que c'était le fun, cette espèce de liberté-là de dire, bon, t'aimes quelque chose, c'est correct que tu l'aimes, on va t'aider à le faire. Si t'es tanné, c'est pas grave. C'est pas, on a investi tous ces cours-là, finis-les. C'est cette espèce de... jamais de pression de faire les choses parce que j'aime les faire. Puis ça
très reconnaissant de ça parce que aujourd'hui, j'ai cette valeur-là en tant qu'adulte. Ouais. Puis je disais tantôt, j'ai souvent vécu la pression de performer, puis il n'y a personne qui me la met, cette performance. C'est moi qui m'impose ça, par rapport à mes pères, par rapport à mes parents, qui m'ont jamais dit « on veut que tu performes pour être fier », mais on a souvent cette espèce de vision-là, Puis plus je suis adulte, plus je réalise ça, qu'il n'y a personne qui me la met, cette pression-là, par moi-même, plus je commence à faire les choses comme je les faisais quand j'étais jeune, parce que je les aime. Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien dans le processus d'aller faire de la photo? Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien dans le processus de peindre? Bien, souvent, c'est le processus. C'est bon. Le tableau, je le dis souvent à mes clients, je peins un tableau, je peins pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, puis ce moment-là où je passe dans cette créativité-là, c'est le moment présent, donc ça passe assez rapidement. On l'expérimente tout à bien des égards dans différentes sphères. Le moment présent, de dire je suis tellement concentré, absorbé dans ce que je fais que je perds la notion du temps. Ben, c'est comme ça que je me sens. On appelle le flow, souvent. Oui, c'est ça. Le flow des fois, on dirait qu'on n'a même plus besoin de manger ou d'aller aux toilettes. On est comme là-dedans. Exactement. Il n'y a plus rien qui existe. Ouais. Pour moi, c'est le moment présent, ça. C'est juste qu'on l'atteint avec certaines activités. Tu peux l'atteindre en méditant, tu peux l'atteindre en courant. Il n'y a pas de limitation à ça. Mais ce moment-là, quand le tableau est fait, le tableau physique, là, je vais le mettre en vente, tout ça, mais j'ai aussi appris à me détacher de ça parce que j'ai réalisé qu'il ne m'appartient plus. Ce que j'ai eu à gagner de ça, je l'ai eu. Ah, c'est beau. Le moment présent, de vivre ça. Puis en photo aussi, la photo, je vais en faire des livres parce que il y a le besoin aussi de générer un certain financement pour le continuer, pour continuer de pouvoir le faire, d'avoir ce privilège-là. Mais c'est un autre aspect de créativité, fait que je le transforme en une activité le fun aussi. Mais, il n'y a rien... La photo que je présente, le texte qui l'accompagne, c'est rien comparé à moi, ce que j'ai comme souvenir puis ce que j'ai vécu. Fait que, c'est toujours... Je le fais toujours en premier plan pour le vivre. Puis il a fallu que je le réapprenne, ça. De dire comme... Je le fais-tu pour prouver aux autres que je suis bon? Je le fais-tu pour prouver que je suis aventurier? Ou je le fais parce que j'ai vraiment eu du fun à le faire? Ouais. Puis... Il y a eu des moments où j'avais pas atteint certaines choses dans ma carrière, où j'étais plus insécure, où j'avais besoin de le faire pour le prouver. Mais maintenant où je suis rendu, à chaque fois que je vais à une expédition, je le vis dans le moment, là, je fais comme, hey, là, tu sais, je m'en fous, j'ai plus rien à prouver de ça. Je le vis. Puis là, je vis vraiment ces temps-ci, ces dernières années, je vis vraiment des belles expériences en nature, comme j'avais perdu, je trouve, un peu. Fait que ça, c'est vraiment un travail de se retrouver. Mais c'est d'être vraiment dans cette conscience-là, puis comme tu le nommais, ou comme je le nommais pour la parentalité, d'être conscient de ce que ça évoque, puis de ce que ça éveille en nous. Parce que si on prend pas le temps de l'analyser, puis de le sentir, puis de le ressentir, bien là, on va partir dans la performance ou dans l'atteinte d'objectifs complètement externes, puis qui finalement ne nous nourrissent plus, tu sais. Fait que là, tu t'es reconnecté à ton pourquoi, là, au final, là, avec ton essence, vraiment, là. C'est vraiment beau. Oui, clairement. Mais tu sais, c'est toujours un travail, hein, puis la vie, c'est pas une ligne droite, tu sais, il y a des moments où je vais retomber dans la performance, probablement, puis ça va être à moi de me rappeler c'est quoi qui est important pour moi dans la vie, tu sais, puis plus j'avance, plus je réalise que c'est l'expérience de vivre, point. Ouais. Puis tu sais, on dirait que c'est un peu un classique de dire, tu sais, quand t'es jeune, tu l'as, ça. Tu sais, c'est là, c'est comme la magie de vivre, point. Puis quand t'es vieux, tu la retrouves un peu parce que je pense que tu te détaches de tout ça, cette performance-là, les biens matériels, puis tu fais juste apprécier de vivre, l'expérience d'être avec quelqu'un, l'expérience de savourer le silence. Tu sais, hier matin en kayak, là, c'était incroyable de juste être sur le lac puis pas d'entendre d'auto. Moi, j'habite en ville, là, paradoxalement. C'est ça. Mais ça fait que mes moments nature sont de plus en plus bénéfiques, là. Puis juste d'écouter le silence, c'est fou comment on oublie la valeur du silence. Puis on l'a vécu un petit peu dans le COVID, peut-être pas pour les gens qui étaient enfermés chez eux en ville. Moi, j'étais habité en campagne à l'époque. Mais le fait qu'il n'y avait plus d'auto sur les routes, tout ça, là, rien entendre, ben, c'est ça qui arrive, c'est que quand en nature, le silence n'existe pas. Je l'appelle le silence, là, mais c'est juste les petits sons de la nature. Ouais. Puis ça, c'est tellement riche, c'est tellement fort.
Puis c'est pas tout le monde étonnamment, c'est pas tout le monde qui l'a déjà écouté. Et puis c'est ça, comme tu dis, c'est un silence qui est riche, tu sais, parce que quand tu t'y attardes juste une seconde à réfléchir à tout ce qui est vivant autour de toi, tout ce qui bouge en fait, mais que tu vois pas ou dont tu n'as pas conscience, c'est hallucinant comment c'est grand puis que c'est beau, là, tout ce que ça renferme au final. Là. Puis plus tu l'écoutes, plus tu apprends à le connaître, puis plus il est mystérieux, dans le sens que tu peux toujours essayer de tout savoir en nature. C'est quoi l'essence de cet arbre-là? C'est quoi la sève qu'il fait? C'est quoi les épines? Un sapin, comment c'est fait? T'sais? Puis c'est le fun. Quand je suis couché dans un sapin en affût, je le vois, les deux petites rainures blanches. OK, c'est un sapin, ça sent ça. Mais il va toujours rester une fascination primordiale qui aura jamais de réponse à ces questions. L'écorce, comment elle est faite? Cette matière-là biologique qui a grandi d'une graine puis qui pompe de l'eau du sol puis qui la ressort. Il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes, peu importe c'est quoi la nature. Puis dans ce silence-là, qui est tous les sons des oiseaux, on était sur le lac, j'entendais des battements d'ailes d'oiseaux qui clapent. En fait, c'est le temps des accouplements. Fait que, là, j'étais là, OK, c'est un garrot à œil d'or qui s'accouple, ça. Puis plus j'entends, plus je les connais, les sons, plus ça devient un film dans ma tête. Puis ce silence-là devient immense. On marchait, puis j'étais là, il y a un pic flamboyant là. Puis là, j'entendais, il y a un pigargue. Il est là, à cause du son. Puis c'est le fun à apprendre. Puis c'est pas compliqué. C'est du savoir de base qui peut s'apprendre en une après-midi. Les sons d'oiseaux, tu sais. Exact. Puis c'est une façon assez simple de connecter plus rapidement avec la nature, avec nos enfants aussi, là. L'accessibilité aux oiseaux, il y en a tellement partout autour de nous. Mettre des mangeoires, ça peut être vraiment des petites choses, là. Accrocher des mangeoires, c'est pas compliqué. Tout le monde est capable de le faire. Et on peut même mettre des petits pots en terre cuite, là. Si on les met, s'il y en a des abîmés, on met ça dans les jardins, là. En général, ça attire les petites grenouilles ou les crapauds. Il y a des façons d'attirer des petits animaux pour connecter avec nos enfants super facilement, puis de leur apprendre ça, parce que ça devient justement quelque chose qui fait réellement partie de leur quotidien. Je te donnais l'exemple de mon petit, quand il était tout petit, pas encore nécessairement qu'il connaissait les mots et tout, mais on voyait toutes sortes d'oiseaux dans la porte-patio. J'avais fait imprimer les photos, puis je les mettais dans la porte-patio. Alors quand moi, je l'avais vu, mais lui, pas nécessairement, mais je lui montrais, je pouvais prendre le temps de lui dire, puis de montrer la photo de l'oiseau qui était venu nous visiter dans la cour, tu sais. Fait qu'il sentait cette connexion-là, puis qu'on partageait la cour avec d'autres êtres vivants, là, tu sais. Fait que... Puis un guide d'oiseaux, ça s'achète bien, là. Ben oui, les petites jumelles, tu sais, c'est le fun. De la fenêtre, ben oui, exactement. Moi, c'était ça. J'avais un panier sur le bord de la fenêtre, comme ça, avec les photos, les jumelles, puis notre livre. Fait qu'on avait tout ça. Puis en ce moment, c'est ça. Il y a un panier à la porte où il y a son manteau. Puis dans le panier, il y a une loupe, des jumelles. Ça, là. Je pense que tout le monde devrait acheter ça. J'ai juste repensé, j'ai tellement joué avec une loupe quand j'étais jeune, là, pour regarder les insectes et tout. Puis, tu sais, déjà, quand t'es petit, t'es plus proche. Oui, en plus. C'est drôle, hein, parce que il y a carrément un parallèle à faire. Tu sais, t'es petit, t'es plus proche de la nature, tu t'émerveilles de tout, puis plus tu grandis, plus tu t'en éloignes, tu sais. Parce que ça demande plus d'efforts d'aller en bas. Mais, tu sais, comme tu disais, d'avoir ces jumelles-là sur le bord de la fenêtre, le guide... Puis encore une fois, moi, je pensais que tout le monde a vécu ça, tu sais. C'était comme ça parce qu'il y avait ça chez moi. Puis il y avait ça chez mes grands-parents aussi. Puis mon grand-père, il y avait des espèces chez lui à Sainte-Foy qu'on n'avait pas à Cap-Rouge, tu sais. Fait que je comprenais comme, OK. Puis là, en regardant le guide, je pense que ça m'a quand même... Ça m'a quand même inspiré à vouloir découvrir parce que en ouvrant le guide, je voyais qu'il y en avait 90% que j'avais jamais vu. Ils sont où, eux? Peux-tu les voir? Puis là, il y a une quête de dire, OK, même encore aujourd'hui, je ne les ai pas toutes vues dans le guide, puis je passe ma vie à faire ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant de faire ça, de juste donner ces outils-là à disposition. Ouais. Puis, effectivement, là, c'est sûr que, puis je sais pas, tu résides d'où, mais tu sais, si tu as une cour, tu as cette chance-là de pouvoir mettre des mangeoires, ça coûte pas cher, puis c'est vraiment le fun. Parce que tu vas avoir des espèces l'hiver, l'été, tu vas pouvoir expliquer l'immigration, tout ça. Exact. Tu vas avoir des écureuils, c'est vraiment cute. Le monde n'aime pas les écureuils, c'est full cute des écureuils. On parlait tantôt là, en haut, puis on voyait une femelle qui montait les feuilles pour faire son nid, tu sais. Fait que c'est toutes des choses qu'en regardant dehors, comprendre on les trouve processus. ça banal comme adulte parce qu'on les a toutes vues, mais comme quand tu découvres ça pour la première fois,
Hey, quand les Français viennent ici, ils trippent sur les écureuils. Ils n'en ont jamais vu des comme ça. Puis, fait que c'est juste un exemple qu'en tant qu'adulte, tu peux redécouvrir ça. C'est pas trop tard. Mais effectivement, les oiseaux, tout ça, moi, c'est ce qui m'a fait entrer dans la compréhension qu'il y avait un plus grand monde que juste le salon ou la télévision. Ouais. Puis justement, plus grand que toi, mettons, là. On a parlé de l'importance justement du processus, puis à quel point maintenant tu es capable de rester dans la conscience de le faire pour le plaisir que ça t'apporte, puis le bien-être que ça t'apporte. Mais tu fais aussi, tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu nous partages tes récits, on peut te suivre, tu écris d'une superbe façon. Les récits sont aussi beaux à lire que tes photos à regarder. Tu écris des livres, tu fais des conférences, tu vas parler aux jeunes aussi. Il y a un auteur que j'aime qui a écrit Est-ce que notre façon d'être adulte fait sens et envie pour les jeunes? Fait que t'es pas un papa, t'as pas d'enfant, on est dans un podcast de parentalité, mais j'ai quand même l'impression qu'en tant qu'adulte, en général, on a une responsabilité aussi d'être des modèles, d'être inspirants, de vivre en conscience pour donner accès à différentes façons de faire puis à différents cheminements pour les enfants de notre société, tu sais, même si c'est pas les tiens. Je suis vraiment d'accord avec toi pour ça. Puis mes parents m'ont inspiré. Évidemment, c'est mes parents, puis je les admire, puis je les aime. Mais il y a beaucoup d'adultes aussi qui m'ont inspiré dans mon parcours sans être mes parents, puis ils n'ont pas pris la place de mes parents. C'est juste qu'ils m'ont inspiré par qu'est-ce qu'ils ont fait, eux. Puis tu sais, ça a été, quand j'étais plus jeune, c'était Georges Brassard qui était un des fondateurs de l'Insectarium. Puis il y avait des petites capsules à la télé là, qui allaient chercher des insectes. Puis tu sais, moi, ça m'inspirait parce que je le voyais avec son chapeau... tu sais, d'explorateur, tout ça, puis je voulais être lui, tu sais. Puis je voulais aller en Amazonie explorer, puis parce qu'il m'a dit quelque chose, lui. Il m'a dit, ça se peut, c'est possible de faire ça. Fait qu'effectivement, que plus je vieillis, plus j'aimerais ça, du moins, j'aspire à inspirer. Parce que j'ai été inspiré, puis je trouve ça le fun de pouvoir donner cet accès-là, de dire à certaines personnes, oui, c'est possible, oui, on a ça, parce que ce que je fais. Puis par les conférences, je fais des expositions aussi à la Ville de Québec, là, des panneaux avec de mes photos d'animaux. Tout il y en a à la base de plein air en ce moment, je pense. Je pense qu'ils ont enlevé, mais j'en ai une cet automne qui arrive. Puis une autre après au début de l'hiver. 2 belles expositions là, que je viens de monter. Puis tout ça s'inscrit dans une démarche, puis même mes livres, Instagram, tout ça, c'est de donner plus de présence à la faune. Tu sais, bien sûr, sur Instagram, je me mets un peu de l'avant, mais si on regarde un peu mon processus, je mets beaucoup plus la faune de l'avant, puis les histoires. Puis moi, mon fun, c'est pas de... Ben oui, c'est sûr, il faut que je le fasse, là, mais c'est pas de faire des petites stories puis jouer à l'influenceur. Je le fais parce qu'il y a une base à donner. Mais je veux davantage mettre l'accent sur la nature. Puis même quand je le fais, c'est pour montrer, regardez comment c'est beau, qu'est-ce que je fais, c'est le fun. C'est accessible. Fait en infiltrant les réseaux sociaux, puis ça n'a pas été super difficile, là, les gens aiment les photos d'animaux en général. Ça permet de mettre la nature à un endroit où elle est inexistante. Puis, avec le temps, autant pour les jeunes que pour les personnes âgées, j'ai réalisé, ça a un effet super bénéfique. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir dehors. Puis il y a des jeunes qui ne connaissent pas la nature parce qu'ils n'ont pas accès. Puis ils ont juste ça dans leur face, les réseaux sociaux, tout ça, ou les tablettes, tout ça. Fait que cette présence-là est importante de pousser la nature. Moi, pour ma part, la mission, c'est la nature du Québec. Amérique du Nord, dans le temps, si on veut, là, si on veut me pousser dans qu'est-ce que tu fais dans 15 ans, mais ça va s'élargir au Canada. Je veux dire, on en a pour plus qu'une vie. Mais de mettre de l'avant la nature, les animaux du Québec, ça, je m'en fais une mission, puis c'est par rapport aux réseaux sociaux, aux expositions, aux livres, mais par rapport à plein de produits dérivés. Tu sais, je fais des petits étui-crayons. J'ai pas rêvé quand j'étais jeune de faire des étui-crayons. C'était pas comme hey, c'est vraiment cool de faire des étui-crayons. Mais je réalise que bon, ils sont faits au Québec, il y a un renard roux dessus, puis ça a une mission sociale. Absolument. Quand on est jeune, souvent, plus notre génération, c'était beaucoup des zèbres, des éléphants, puis c'est encore ça beaucoup, là, mais on a tellement de beaux animaux au Québec qui pourraient être incorporés dans nos produits de la vie courante.
Dans le quotidien des enfants. Des enfants qui nous font connaître. Ben, dans la chambre de mon bébé, c'était 2 de tes photos. C'est vrai, au-dessus de la bassinette. J'avais choisi, en fait, j'en ai 3, un lièvre, un raton laveur, puis une martre. Tu sais, puis je suis pas mal certaine, il n'y a pas beaucoup d'enfants du quartier qui savent c'est quoi une martre. Ben non, mais c'est genre un des plus cute. Non, mais tu sais, même adulte, là, j'en connais des personnes qui ont vu ça pour la première fois adulte, une martre d'Amérique. Puis pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est comme un petit furet, là, mais sauvage. Puis ils sont vraiment cute, ils sont curieuses. Souvent, quand tu vas les croiser, c'est dans un sentier, puis ils vont essayer de te voler ton lunch. Mais c'est un des animaux les plus beaux et cute qu'on a ici, commun. Puis la majorité des gens vont en entendre parler dans ce podcast-là pour la première fois. Mais tous ces animaux-là, tu sais, le raton laveur qui est vu comme un nuisible de poubelle, c'est un des animaux les plus cute au monde. Puis on le voit sur les réseaux sociaux en ce moment avec les vidéos de raton laveur. Fait que, tu sais, si on mettait tout ce faune-là de l'avant, même les lynx, tu sais, les lynx qui est un... Moi, quand j'étais jeune, ça a pris du temps avant que je vois des photos de lynx du Québec. Puis, tu sais, il y a aussi que l'accès à la photographie n'était pas la même à l'époque que maintenant. C'était argentique. Maintenant, c'est numérique. Il y a plus de gens qui ont de caméras aussi. Ouais. Mais tu sais, ça a pris du temps avant que je comprenne les animaux du Québec, c'était lesquels. Qu'est-ce qu'on avait? Puis c'était pas de la faute de mes parents ou des médias. C'était juste moins accessible. Il y en avait moins de photos. Ouais. Puis là, on le voit avec moi et d'autres photographes. La faune, elle est là. Il y en a au Québec des animaux. Il y en a plein de beaux animaux. Faut se donner des fois la peine d'aller les chercher. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi puis toute cette communauté-là, c'est qu'on la popularise. Oui, la rendre. Puis, je suis pas mal sûr qu'il y a des gens en ce moment qui voient des photos de lynx qui font « Hein, on a ça ici dans nos forêts. » Puis qui vont faire « Hey, j'aimerais tellement ça voir ça un jour. » Puis, ils en verront peut-être jamais de leur vie, mais ils vont avoir marché toute leur vie dans la forêt. Puis ça, c'est bon. C'est déjà bon. Oui, c'est ça. Puis c'est ça l'idée, je pense. C'est pas de voir le lynx. Tu sais, comme là, cet hiver, j'ai travaillé fort pour essayer de voir le loup gris. Puis ça a été plus dur des fois. Tu sais, il y a des moments, pas nécessairement parce que je les voyais pas, mais parce qu'il faisait froid. Puis effectivement, il y a une différence entre aller marcher dans le bois une journée puis faire ça 14 jours de suite puis essayer d'atteindre un objectif. Ouais. Mais effectivement, l'essence de tout ce que je fais puis l'essence, je pense, du message qu'il faut comprendre de ça, c'est rentrer en contact avec la nature, c'est rentrer en contact avec soi puis avec son enfant intérieur, si on veut, qu'on a perdu, tu sais. Donc, c'est ça la mission un peu de la photographie, là, d'aller pousser les gens, d'aller toucher leur curiosité innée pour qu'ils disent « OK, je vais y aller. Je vais aller découvrir la nature juste pour moi. » C'est une magnifique façon de boucler la boucle, je trouve. Parce que c'est ça. Notre mission aussi aujourd'hui, c'était de donner envie aux gens de reconnecter avec la nature parce que c'est aussi une superbe façon de reconnecter avec soi. Exactement. Ouais. Génial. Ben, JS, merci beaucoup pour cette belle conversation. Merci pour cette belle discussion-là. C'était le fun avec toi. Vraiment, merci.